Portrait d'auteur, Philippe Chauveau. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre actualité chez Albin Michel, c'est le sixième sommeil. Que de chemin parcouru depuis Les Fourmis, c'était en 91, des dizaines d'ouvrages publiés avec le succès que l'on connaît, traduits dans une vingtaine de langues, je crois. Si vous vous retournez de temps en temps, si tant est que vous le fassiez d'ailleurs, est-ce qu'il y a une image qui revient comme ça de toutes ces années ? Alors il y a peut-être mon premier passage à la télévision qui était un instant que j'ai très mal vécu. C'était une émission littéraire, c'était Caractère. Et quand Bernard Rapp m'a posé la question, je ne l'ai pas comprise. En fait, il m'a dit, est-ce que vous croyez qu'un jour les hommes et les fourmis vont en Schwarzlö ? Et à partir de là, j'étais perdu et j'ai dit oui. Et lui, il a enchaîné sur, vous êtes vraiment sûr ? Et là, j'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait. J'ai dit oui en me demandant quelle était la question. Et donc c'était un premier contact un peu surprenant. Je me suis dit, oulala, il y a des millions de gens qui me regardent. Et je n'ai jamais écouté la question. Donc je ne sais pas ce qu'il me posait comme question. Mais en tout cas, c'était un instant de grande solitude. Voilà. Vous-même, puisque vous évoquez Bernard Rapp, vous-même, vous avez été journaliste dans un autre domaine, puisque vous étiez journaliste scientifique. Mais puisque nous avons déjà eu l'occasion d'échanger à ce sujet, je sais que l'écriture, l'envie d'écrire des romans, c'est une sorte de frustration par rapport au journalisme parce que justement vous aviez l'impression de ne pas pouvoir vous exprimer suffisamment. C'est un peu ça l'idée ? Oui, c'est un peu ça l'idée. Quand on est journaliste, on est tenu à ce que le papier tienne dans une page ou dans 2 pages. Et le grand avantage, quand on est romancier, on peut faire 300, 500, 1000 pages. Quand on est journaliste, c'est comme on est un petit moineau on fait des petits bonds ou des petits vols. Et quand on est écrivain, on est un albatros qui plane tranquille. Et il y a un sentiment de liberté et d'indépendance. Oui, d'indépendance. Il y a un plaisir de s'envoler avec les mots qui est beaucoup plus fort quand on est écrivain, quand on est journaliste. Quelles sont vos influences lorsque vous étiez peut-être adolescent ou jeune adulte ? Est-ce qu'il y a des auteurs, des titres peut-être même de romans qui, consciemment ou non, vous ont donné envie d'écrire ? Moi, j'avais découvert en premier Edgar Poe et en second, après, c'était Jules Verne. Mais tout spécialement, je me rappelle de l'émotion quand j'avais lu L'île mystérieuse. Et quand j'ai lu L'île mystérieuse, c'est passé une chose, c'est que le monde normal, l'école, la famille, tout avait disparu. Tout ce qui m'intéressait, c'est ce qui allait arriver au personnage. Et ma journée n'était tournée que vite rentrons à la maison pour retrouver le livre. Et donc, j'ai découvert le pouvoir addictif d'un roman. Par la suite, j'ai lu tout Jules Verne. Et puis après, j'ai découvert tout Asimov. Enfin, il y a eu une succession comme si c'était des papas bienveillants qui me racontaient des histoires et qui m'apportaient énormément d'énergie. Et c'est après, peut-être, parce que j'ai reçu cet énorme cadeau de Jules Verne, d'Asimov, de Philippe K. Dick, de Frank Herbert, que j'ai eu envie de le restituer. Et vous-même, aujourd'hui, lorsque vous regardez votre bibliographie, y a-t-il un fil rouge, un fil conducteur dans toutes ces histoires ? Parce que vos sujets sont souvent très variés, très divers, mais s'il y a quand même un point commun qui relie toutes ces productions littéraires ? Le point commun, c'est comprendre, moi, ce qu'est l'être humain, qui je suis, ce que je fais là, et ce que l'humanité et moi, accessoirement, on va devenir. Pour comprendre ces choses-là, qui sont jusque-là, qui semblent évidentes, mais qui à mon avis ne le sont pas, il faut se sortir du système. Donc, pour comprendre l'humanité, il fallait le point de vue des fourmis, ou des anges, ou des dieux, ou des extraterrestres, ou des arbres. Et pour me comprendre moi-même, il fallait que je me mette dans la peau d'une femme, comme c'était dans le miroir de Cassandre, dans la peau d'un vieillard, ou dans la peau d'un animal. Et je crois à ça, c'est-à-dire c'est de la philosophie par le point de vue extérieur. Pourtant, j'ai l'impression que quand vous écrivez, vous avez toujours le souci de l'échange, du partage avec vos lecteurs. Parce qu'on sent très bien que dans vos livres, au-delà de l'intrigue que vous créez, on sent tout à fait que vous dites au lecteur, interrogez-vous. Mon plaisir est de me dire, tiens, en posant cette question, je vais déstabiliser le lecteur, qui du coup va passer par une période de doute, qui va aboutir à un saut qualitatif. Il va se dire, finalement, le monde dont je me contentais n'est pas suffisant. Il faut que j'aille voir ailleurs. C'est plus que de l'évasion, c'est de l'ambition de s'élever. Et j'écris pour transformer mes lecteurs. Et à aucun moment je me dis, pourvu que les gens trouvent ça bien écrit ou joli. Pour moi,
l'objectif, c'est pourvu que je change mon lecteur et qu'à partir de là, il ait des nouveaux outils pour être encore meilleur et que mes lecteurs aient un plus par rapport à ceux qui n'ont pas lu les livres. On le sait, que ce soit en salon, en librairie, vous êtes toujours très attendu, vous avez un succès et vous avez un échange vraiment très, très important avec vos lecteurs. Vous aimez ce moment de rencontre et de contact. Comment expliquez-vous ce succès qui ne se dément pas au fil des années? Est-ce que justement vous avez pris une place qu'aucun auteur, qu'aucun écrivain n'avait jusqu'à présent? Je ne sais pas pourquoi ce miracle a lieu. Ce que je sais, c'est que s'il a eu lieu, j'ai envie de le reproduire et d'aller plus loin, de ne pas décevoir les gens en trouvant tout le temps des sujets originaux. C'est-à-dire ne pas me répéter et ne pas aller vers la facilité. Je crois que j'écris pour les gens qui ont envie de bouger, qui ont envie de changer, qui ont envie de changer le monde et qui se posent des questions existentielles peut-être, ou en tout cas des questions métaphysiques sur qu'est-ce qu'ils foutent là. Votre actualité, Bernard Werber, chez Albin Michel, le 6e sommeil. Dans ce nouveau titre, Bernard Werber, nous allons faire connaissance avec Jacques Klein, mais nous allons aussi faire connaissance avec sa mère Caroline, et puis avec son père, qui est un navigateur, et puis surtout, nous allons faire connaissance avec le monde du sommeil et le monde du rêve. Est-ce la première fois, finalement, dans tous les romans que vous nous avez offerts, que vous vous penchez aussi profondément sur les rêves et sur le sommeil, ou est-ce quelque chose qui vous travaille depuis un petit moment? Alors, moi j'avais fait un grand reportage sur les rêves quand j'étais journaliste scientifique, et notamment sur ce peuple des Sénoï en Malaisie qui passe son temps à rêver, à commenter les rêves. Et j'avais découvert le rêve lucide, c'est-à-dire ce moment où on prend conscience dans le rêve qu'on rêve et qu'on prend le contrôle des décors et des personnages, on devient le metteur en scène de son propre rêve. Donc ça faisait longtemps que je m'intéressais à ça. J'avais pratiqué moi-même du rêve lucide. C'est assez compliqué à faire, mais c'est très réjouissant. C'est comme si on se créait son film juste avec son imaginaire. Voilà. Et à partir de là, je m'étais dit un jour je ferai un roman sur les rêves, mais qui sorte des romans habituels, parce que je crois que le thème du rêve a été un peu abusé, et par le cinéma et par la littérature. Donc je me suis dit la manière la plus intéressante d'en parler, c'est d'en parler d'une manière scientifique. Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre cerveau, mon rêve, et d'en parler en expliquant le monde du sommeil. On passe un tiers de notre vie à dormir, 8 heures par jour, 30 ans dans une vie censée faire 90 ans, donc c'est quand même très important, et ce temps n'est pas du temps perdu, c'est un moment où on se reconnecte à soi-même, c'est un moment où on échappe à la physique, aux lois du temps, où on est libre. Le seul moment où on est vraiment libre, c'est quand on rêve. Le reste du temps, on est toujours un peu conditionné par l'entourage. Et je me suis dit, tiens, imaginons un personnage, Jacques Klein, qui maîtrise le rêve lucide et qui utilise cet espace spécifique pour discuter avec l'homme qu'il va devenir dans le futur, donc son vieux lui-même, mais aussi pour discuter avec l'homme qu'il a été dans le passé, donc l'enfant qu'il a été. Et puis j'ai été intrigué bien sûr par le titre, parce qu'on connaît les 5 moments du sommeil, la hiérarchie des 5 sommeils, mais le 6e. Alors celui-ci, vous l'avez inventé, le 6e sommeil, ou il existe? Alors déjà, ce qui peut être intéressant, c'est rappeler les 5 premiers niveaux. Donc il y a le sommeil léger, le sommeil moyen, le sommeil profond, le sommeil très profond. Ça, c'est une nuit normale. Après, il y a le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est le moment où notre corps est paralysé et où notre cerveau fonctionne d'une manière encore plus forte que la normale. Donc c'est un paradoxe, pourquoi notre corps dort alors que notre esprit est très vif. Et c'est le moment, le sommeil paradoxal, où on fait le maximum de rêves, et c'est aussi le moment où chez les hommes il y a une érection, c'est aussi le moment où il y a un sentiment de liberté, et c'est le moment où on se ressource. C'est le sommeil paradoxal. Ça dure 10 minutes. Donc j'ai juste imaginé que dans ces 10 minutes, il soit possible d'aller encore plus profondément et d'aller dans un sommeil encore plus paradoxal où le corps est encore plus paralysé et où le cerveau fonctionne de manière encore plus forte. Et ce 6e sommeil, en fait, c'est un peu ce que les sages en Inde appellent le nirvana, c'est-à-dire c'est un endroit où on échappe entièrement à la matière et on n'est plus dans son corps, on est un pur esprit, et étant pur esprit, on peut faire tout ce qu'on veut et on n'est plus coincé par la chronologie du passé, du présent et du futur. Notre esprit est libre dans l'espace et dans le temps. À la fin du roman, vous proposez au lecteur quelques pages vierges et vous invitez le lecteur à écrire ses rêves. Vous-même, c'est un exercice auquel vous vous astreignez tous les matins?
Oui, il y a toute une discipline pour utiliser son temps de sommeil. L'une d'entre elles consiste à mettre, je mets mon smartphone dans le lit pour voir mes cycles de sommeil, précisément ces courbes de 90 minutes et de 10 minutes. Et la deuxième, c'est que j'utilise aussi mon smartphone pour tous les matins noter mon rêve. Ce que je disais tout à l'heure se vérifie avec le sixième sommeil, c'est qu'à la fois il y a le plaisir de la lecture avec les personnages, l'intrigue, et puis on apprend énormément de choses. Est-ce vrai lorsque vous parlez de Caroline Klein, qui elle-même est chercheuse en sommeil et en rêve? Est-ce que les chercheurs travaillent un peu comme dans le roman, ou là est-ce sorti de l'imagination fertile de Bernard Werber? Il n'y a pas de laboratoires qui ont autant de moyens que celui que je cite dans mon roman, tout simplement parce qu'en France, il y a un problème d'argent pour les labos et qu'en général, la recherche est financée plutôt par les vendeurs de somnifères que par ceux qui cherchent à maîtriser le rêve, vu qu'il n'y a pas de marché autour de ça. J'ai rencontré récemment des dirigeants de services d'études du sommeil et du rêve, et tous ils me disent on aimerait bien faire comme dans ton bouquin, malheureusement on manque de moyens. Donc pour répondre à votre question, pour l'instant non, il n'y a pas beaucoup d'argent investi dans l'étude du sommeil et du rêve, même si c'est en France qu'on a découvert le sommeil paradoxal. C'est Michel Jouvet, donc en 1959, qui a découvert ce stade particulier. Y a-t-il beaucoup de points communs entre Bernard Werber et Jacques Klein, le héros du roman? Je mets toujours un peu de moi dans mes personnages, tout simplement pour leur donner un peu de consistance et pouvoir transmettre des petites anecdotes que les gens ne connaissent pas. L'un des points communs est peut-être le fait que quand je commence à étudier un sujet scientifique, ce sujet m'obsède, et que tant que j'ai pas trouvé une réponse adéquate, je vais aller dans tous les labos, voyager, discuter, jusqu'à ce que je me sente... j'ai un début de réponse satisfaisant. Sinon, mon héros et la plupart de mes héros sont toujours beaucoup plus extrêmes, beaucoup plus courageux, beaucoup plus... prennent beaucoup plus de risques que j'en prends moi, parce qu'après tout, la vie d'écrivain est une vie plutôt tranquille, et je ne me vois pas partir en Malaisie affronter des tribus plus ou moins hostiles, ni combattre des Malaisiens plus ou moins fous, comme c'est le cas de mon héros. Et c'est peut-être nécessaire que pour écrire bien un roman avec beaucoup d'action, il faut avoir un écrivain qui soit complètement serein et calme. Votre actualité, Bernard Werber, ça s'appelle Le sixième sommeil, publié chez Albin Michel. Merci beaucoup.